Avec les impressionnistes, une nouvelle frange de la société accède ainsi à la représentation, non pas celle des prolétaires, mais celle des petits artisans et des ouvriers de métier qui restent maîtres de leur temps et de leurs outils. La flâne ouvrière, minutieusement analysée dans l'assommoir, se retrouve ainsi dans les peintres en bâtiment de caillebotte. Les peintures, anciennement lit de vin, étaient si sales et si tristes que Gervaise se laissa entraîner à faire remettre toute la devanture en bleu clair. Les peintres, deux grands diables bons enfants, quittaient à chaque instant leurs échelles, se plantaient, hochant la tête pendant des heures, en regardant d'un œil songeur leur besogne commencer. Brusquement, en 2 jours, tout fut terminé. Les ouvriers avaient bâclé ça comme en se jouant, sifflant sur leurs échelles, chantant à étourdir le quartier. Maître de son temps, l'ouvrier de métier se sent chez lui à l'atelier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la visite que Gervaise rend à Goujet, au beau milieu de sa journée de travail, n'a donc rien d'exceptionnel. Elle permet à Zola de motiver la description de la forge qu'il emprunte cette fois à Sisley. Sous le ronflement du soufflet, un jet de flamme blanche avait jailli. Autour des murailles, sur des étagères, accrochés à des clous ou jetés dans les angles sombres, un pêle-mêle de vieux fers, d'ustensiles cabossés, d'outils énormes traînaient, mettaient des profils cassés, ternes et durs, et la flamme blanche montait toujours éclatante, éclairant d'un coup de soleil le sol battu, où l'acier poli de 4 enclumes prenait un reflet d'argent pailleté d'or. Goujet, debout, attendait, les pinces à la main. La grande clarté l'éclairait violemment. Sa chemise roulée aux manches, ouverte au col, découvrait ses bras nus, sa poitrine nue. Il semblait un colosse au repos, tranquille dans sa force. Cependant, les autres ouvriers tapaient aussi, tous à la fois. Les éclairs rouges du fer sortant du brasier traversaient les fonds noirs. Des éclaboussements d'étincelles partaient sous les marteaux, rayonnaient comme des soleils au ras des enclumes. Au-delà des gestes pittoresques du métier, les impressionnistes, et en particulier Monet avec sa série d'égards, créent un art industriel qui enthousiasme Zola. Là est aujourd'hui la peinture, écrit-il. Nos artistes doivent trouver la poésie des gares, comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves. Relayant la critique d'art par la description, il montre à son tour dans la bête humaine qu'on peut faire de l'art avec de la science et que l'industrie ne tue pas la poésie. Le thème de l'arrivée d'un train ouvre le roman. Sous la marquise des Grandes Lignes, l'arrivée d'un train de Mantes avait animé les quais, et il suivit des yeux la machine de manœuvre, une petite machine tendeur, une autre machine puissante, celle-là, une machine d'express aux 2 grandes roues dévorantes stationnées seules, lâchait par sa cheminée une grosse fumée noire montant droit, très lente dans l'air calme. Plus loin, les purgeurs d'une locomotive, arrêtés au-delà du pont de l'Europe, furent ouverts, et il vit alors déborder du pont cette blancheur qui foisonnait, tourbillonnante comme un duvet de neige, envolée à travers les charpentes de fer. Tout un coin de l'espace en était blanchi, tandis que les fumées accrues de l'autre machine élargissaient leur voile noir. Comme Monet, Zola noie d'abord dans une lumière diaprée cet espace industriel qui éventre la ville. Mais en faisant de ce quartier en pleine mutation l'épicentre du drame, il lui restitue son inquiétante étrangeté. Des volumes et des lignes disparates s'y mêlent en un chaos indéchiffrable à l'image des pulsions meurtrières des personnages. Les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants aux vitrages enfumés. Le pont de l'Europe coupait de son étoile de fer la tranchée, que l'on voyait reparaître et filer au-delà, jusqu'au tunnel des Batignolles. Occupant tout le vaste champ, les 3 doubles voies se ramifiaient, s'écartaient en un éventail dont les branches de métal multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. Les 3 postes d'aiguilleurs, en avant des arches, montraient leurs petits jardins nus. Dans l'effacement confus des wagons et des machines encombrant les rails, un grand signal rouge tachait le jour pâle. Et voilà que la gare, flambant d'une poésie solaire avant le drame, se métamorphose en un paysage de deuil. Sous la nuit commençante, le vaste champ de la gare s'emplissait d'une brume violâtre. Du côté des Batignolles surtout, la tranchée profonde était comme noyée d'une cendre, et rien autre,
rien qu'une immensité noire où seules apparaissaient les marquises des grandes lignes, pâlies d'un faible reflet de gaz. La tension entre poésie colorée et géométrie industrielle, très sensible dans les voix ou les signaux, crée une déréalisation dramatique de l'espace, aux limites de l'abstraction. Cela était immense et triste, noyé d'eau, çà et là piqué d'un feu sanglant, confusément peuplé de masses opaques, les machines et les wagons solitaires, les tronçons de train dormant sur les voies de garage. Immobile, la machine de l'express perdait par une soupape un grand jet de vapeur qui montait dans tout ce noir, où elle s'effiloquait en petites fumées, semant de larmes blanches le deuil sans bornes tendu au ciel. À l'opposé de Monet, Caillebotte allie graphisme décoratif et réalisme photographique pour dénoncer une civilisation qui crée des barrières infranchissables et enferme les hommes dans la plus haute des solitudes. C'est cette vision désenchantée du paysage urbain qui inspire l'image de Séverine, immobile contre une des balustrades, regardant au-dessous d'elle, à travers les charpentes métalliques, le vaste champ de la gare, avec l'envie de se jeter sous un train. Gervaise, errant dans Paris le ventre vide, se heurtait déjà au pont de l'Europe dans l'Assommoir. Les hauts parapets de fortes tôles boulonnées lui masquaient la voie. Elle distinguait seulement, sur l'horizon lumineux de Paris, l'angle élargi de la gare, une vaste toiture, noire de la poussière de charbon. À travers son regard, Zola invite le lecteur à observer la partie droite du tableau, avant de découvrir la perspective qui s'ouvre à gauche de la toile. Un train passa sortant de Paris, et elle n'aperçut de ce train qu'un panache blanc, une brusque bouffée qui déborda du parapet et se perdit. Elle se tourna, comme pour suivre la locomotive invisible. De ce côté, elle devinait la campagne, le ciel libre au fond d'une trouée, avec de hautes maisons à droite et à gauche, isolées, présentant des façades, des murs salis de la même teinte jaunâtre par la suie des machines. Car Zola ne partage pas seulement leurs motifs avec les impressionnistes, il partage aussi leur manière de voir. Elles font de lui non seulement le romancier de la bataille impressionniste qu'il sera dans l'œuvre, mais aussi, jusque dans ses manières de dire, le créateur du roman impressionniste. Nous le verrons la semaine prochaine.